Bienvenue à un nouvel épisode de De moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et chers spectateurs et spectatrices. Comme pour ceux qui sont nouveaux à la chaîne ou au podcast ou ceux qui sont habitués. Comme vous savez, vous pouvez me suivre sur YouTube et vous pouvez également me suivre de manière auditive sur Spotify, sur Google Podcast ou Google Balado. Ça, c'est le nom de l'application sur votre cellulaire. Si vous allez sur Internet, c'est Google Podcast. Ou vous pouvez me suivre sur Apple Podcast ou sur iTunes ou sur Balado Québec ou sur PodCloud. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour pas me suivre. Donc, c'est ça, fait que c'est pour ça que je dis auditeur, auditrice ou spectateur, spectatrice. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Que vous vous portez bien. Il fait chaud, il fait chaud. De là, mon accoutrement. Désolé si. Oui, comme ça, je suis en camisole, ben il fait énormément chaud. Il y a une chaleur écrasante à l'extérieur, donc je me suis habillé léger. Donc, c'est pas que je voulais me montrer, inquiétez-vous pas. C'est juste qu'il fait extrêmement chaud, donc quoi de mieux que s'habiller léger quand il fait chaud. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'espère que vous vous êtes reposés. Pour ceux qui étaient en congé, pour ceux qui ont travaillé, j'espère que ça s'est bien passé au travail. Donc, j'espère que tout est bien allé. Moi, ça a bien été. J'ai travaillé toute la fin de semaine. Euh, j'ai vaqué à mes occupations personnelles. J'ai essayé de profiter un peu du bon temps aussi. Donc, tout va bien. Puis, ah oui, hier, j'ai ouvert un débat sur une question très sensible qui touche ma communauté, la communauté noire. Puis, ça a été, comment dire, ça a été très, très, très émotif comme débat. Puis, j'en prends l'entière responsabilité. Ça s'est fait sur la page d'un groupe qui vise à promouvoir l'entraide et l'entrepreneuriat et le développement de connaissances et comment dire, l'échange de services dans la communauté noire québécoise. Donc, puis je suis un membre de la communauté, puis je suis un membre de ce groupe-là, que je me sens très choyé de faire partie de ce groupe-là. Puis j'ai voulu ouvrir un débat. Écoute, c'était un débat très sensible, puis j'assume entièrement les réponses que j'ai eues, puis je pense que les gens qui ont comment dire, qui n'ont pas été contents de ce que j'ai pu emmener comme débat, je respecte leur décision, puis je comprends leur réaction, puis j'en prends note, puis je compte en parler dans mon podcast très prochainement. Donc, à ceux qui écoutent et qui sont membres du groupe, vous savez de quoi je parle et ça va être abordé. Puis, inquiétez-vous pas, je vais le faire de la manière la plus respectueuse possible. Puis, même s'il faut, je vais inviter des gens à venir participer au débat. Donc, maintenant, pour changer de sujet, on va aller avec quelque chose d'un peu plus léger. Comme vous, parmi les abonnés, ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un fan de sport de combat. Tout ce qui touche sport de combat, que ce soit la boxe, la lutte scriptée, les arts martiaux mixtes, les arts martiaux traditionnels, kickboxing, le muay thai, je suis un très grand fan de ça. J'en visionne quand j'ai l'occasion, et ça depuis une trentaine d'années, je pourrais dire. Et je pratique moi-même les arts martiaux mixtes depuis presque un an dans mes temps libres. Puis je compte faire quelques combats. Mais euh, rassurez-vous, je ne prétends pas être un expert et être meilleur qu'un autre. Je fais ça par passion, puis j'espère pouvoir, comment dire, tester ce que j'ai appris. Donc, parlant de sport de combat,
il y a deux événements présentement qui retiennent l'attention dans la sphère médiatique des sports de combat. Donc, c'est la raison de mon podcast. Donc, ceux qui ne sont pas au courant de qu'est-ce que je veux parler, eh bien, on va commencer. Il y a deux combats dans deux disciplines différentes qui, selon moi, seront les deux événements qui vont retenir le plus d'attention dans les sports de combat cette année. Donc, voilà pourquoi je décide d'en parler. Parce que je crois que présentement, sauf à moins qu'il arrive quelque chose d'autre, une éclipse, quelque chose médiatique, quelque chose comme ça, dans les sports de combat, ces deux événements-là, que ce soit pour une bonne ou une mauvaise raison, sont, selon moi, ce qui va le plus retenir l'attention des fans et particulièrement des casuals, comme je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts. Les casuals, c'est-à-dire les fans occasionnels, ce sont eux qui font vivre la business du divertissement, peu importe le divertissement, que ce soit divertissement parler, divertissement regarder, que ce soit le cinéma, le théâtre, que ce soit les spectacles de musique ou les sports professionnels d'équipe et les sports individuels, les sports de combat évidemment. Ce sont des casual fans, des fans occasionnels qui amènent l'argent. Eux sont là pour les gros événements. Donc, puis la business du divertissement est faite pour les casuals. Donc, c'est pour ça que je dis que les deux événements que je vais parler dans deux disciplines de sport de combat différents vont, selon moi, mais ça c'est mon opinion personnelle, mais selon moi, c'est ce qui va capter le plus notre attention cette année, parce qu'on est déjà rendu à la mi-2020. On arrive au mois de juillet dans quelques jours. Donc, si vous comptez, dans un an, il y a 12 mois. Puis, si vous divisez 12 en 2, ça fait 6. On arrive au mois de juillet. Donc, on va avoir dépassé 6 mois. Donc, on va être rendu à 6 mois. Puis, on va approcher de 17 mois. Donc, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis qu'on est rendu à la mi-2020. Puis pourquoi, à cause vu qu'on est rendu quand même assez loin dans l'année, c'est pourquoi que je pense que. Mais excusez-moi, je divague. On arrive pas au mois de juillet, on est dans le mois de juillet, on arrive au mois d'août. Excusez-moi, c'est peut-être la chaleur. Je déparle puis je dis n'importe quoi, c'est peut-être la chaleur, j'ai l'air fou. On arrive au mois de mai. Donc on est déjà à 7 mois. Donc oui, on a dépassé la mi-2020. Donc c'est pour ça que, comme on est rendu avancé dans l'année, ces deux événements-là vont, selon moi, selon les événements sportifs de combat de l'année. Donc, trêve de radotage. De quoi je veux parler? On va commencer par le. Comment dire? On va commencer par le plus gros parce que je veux pas faire de suspense tout ça, donc on va aller droit au but. On va aller direct où on veut aller. Quel est selon moi l'événement qui va retenir notre attention cette année? Eh bien, le retour sur un ring de boxe d'Iron Mike Tyson. Oui, Iron Mike Tyson, à 54 ans, décide de effectuer un retour sur un ring de boxe pour un combat professionnel d'exhibition, parce que Mike Tyson a pris sa retraite en 2005, mais il a fait des combats d'exhibition après, mais c'était pas des combats professionnels, c'était juste, comment dire, c'était pour de la charité, tout ça, puis évidemment, se faire un peu de fric, mais tu sais, c'était rien de sérieux. Mais dans le cas qu'on parle, ça sera un combat d'exhibition, mais ça va être contre un autre boxeur professionnel qui, lui, est encore actif, même s'il n'est pas de la même catégorie que lui, mais il est encore actif. Donc, c'est pour ça que
Oui, comment dire, c'est pas un combat de championnat ou un combat qui aura une incidence sur la carrière des deux ou sur l'avenir de la boxe. Non, non, non. C'est c'est un combat d'exhibition, un combat spectacle qui sera là d'abord et avant tout pour satisfaire les nostalgiques. Puis en même temps, ça va peut-être permettre à M. Tyson de renflouer sa caisse parce que Mike Tyson, qui a déjà été le boxeur le plus riche de la planète quand il était actif, c'était le boxeur. C'est encore aujourd'hui, c'est le boxeur à avoir accumulé le plus de gains durant sa carrière. Puis pendant le peu de temps qu'il a été au sommet en plus, parce que Mike Tyson n'a pas été au sommet très longtemps. Quand il était au sommet, ça a été très figurant, puis il a été un véritable run-marée, mais il n'est pas resté au sommet longtemps. Donc, mais fait que pour la période de temps qu'il a été au top de la business, de la boxe professionnelle, c'est presque. C'est proche de 800 millions de gains. Toutes les bourses qu'il a fait, tout ce qu'il a fait en bourse là, durant sa carrière professionnelle, c'est proche de 800 millions de gains. Fait que si on divise par deux, ça veut dire que Mike Tyson avait une fortune personnelle qui s'approchant des 350 millions. C'est beaucoup d'argent. Le seul présentement qui s'approche de lui, c'est Floyd Mayweather. Floyd Mayweather s'approche de Mike Tyson, puis je me demande même s'il ne l'a pas rattrapé, ben, c'est le seul qui se rapproche de lui. Même Canelo Alvarez, avec son méga contrat de 100 quelques millions avec DAZN, et Tyson Fury avec son méga contrat avec Top Rank, je crois. Et même lui s'approche pas de ça. Donc, ça vous dit à quel point Mike Tyson a eu un impact sur la business. Ça vous donne une idée. Contre qui il va retourner? Contre qui il va retourner? Contre Roy Jones Jr., l'ancien roi des 175 livres, que lui aussi a été un raz de marée, a été une tempête lorsqu'il était au sommet. Il a écrasé tout le monde sur son passage, mais sa chute a été très, 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 très fulgurante. Beaucoup plus que celle de Mike Tyson. Roy Jones, la chute qu'il a eue, je pense que même aujourd'hui, il s'en est pas remis. Il continue à boxer à l'occasion, mais il n'est plus l'ombre de lui-même. Donc, avant de vous donner mes opinions sur ce combat-là, je vais juste vous dire un peu. Je vais un peu décrire un peu chacun des deux protagonistes. Ça sera pas long, ça va être un short and sweet. Mike Tyson, il a 54 ans. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1986, si je ne me trompe pas. Puis, il a été champion unifié. Il a été lineal champion chez les poids lourds. C'est un boxeur poids lourd. C'est quoi un lineal champion? C'est un champion invaincu. Quand tu es un boxeur invaincu dans ta catégorie, que tu es soit champion ou que tu as été champion puis que tu n'as jamais été défait, tu es le lineal champion jusqu'à temps que quelqu'un te défait. Le jour où tu vas être défait, tu ne seras plus lineal champion. Présentement, chez les poids lourds, le lineal champion, c'est Tyson Fury, parce que Tyson Fury était champion de WBC. Mais il n'a jamais perdu, il a jamais été battu. Sa ceinture, il l'a perdu parce qu'il a pris une semi-retraite. Parce qu'il y avait des problèmes mentaux à régler. Mais il n'a jamais perdu de combat depuis qu'il est professionnel. Donc c'est pour ça que c'est lui le lineal champion. Puis il a repris sa ceinture qu'il avait perdue, celle de la WBC. Il a battu Deontay Wilder, pour ceux qui sont pas au courant. Donc c'est ça. Mais son nom Tyson Fury, ça lui vient de Mike Tyson. Une autre petite anecdote. Son père l'a appelé Tyson parce que c'était un fan de Mike Tyson. M. Fury a appelé son fils Tyson à cause de ça. Donc, revenons à M. Tyson. Mike. C'est un homme de 5 pieds 10 qui, lorsqu'il boxait, pesait 225 livres. Un poids standard chez les poids lourds.
ou les super lourds, je peux dire. Il a effectué 58 combats dans sa carrière pro, dont 50 victoires, 6 défaites. Et là-dedans, 44 victoires par KO. Il a été le plus jeune champion poids lourd de l'histoire à 20 ans, lorsqu'il a défait Trevor Berbick en 1986 lors d'un tournoi poids lourd. Puis au départ, l'organisateur du tournoi, Don King, ne voulait pas qu'il participe parce qu'il savait que la plupart des boxeurs présents dans le tournoi étaient représentés par lui, puis il ne voulait pas perdre ses vaches à lait. Mais HBO, qui était ceux qui était le diffuseur du tournoi, ont forcé l'armée à Don King, puis ont dit non, Mike Tyson, c'est de l'argent, on veut l'avoir dans le tournoi, sinon on ne présente pas le tournoi. Don King, c'est HBO qui paye, donc il a dit oui. Qu'est-ce qui devait arriver est arrivé. Mike Tyson a remporté le tournoi, puis il est devenu champion WBC. Ensuite, il est devenu champion WA, champion de IBF. Il a eu ces ceintures-là jusqu'en 1990-91, si je ne me trompe pas. Puis il a perdu son titre contre Buster Douglas. C'était supposé être un combat de mise en forme, dans l'option ensuite d'aller défier Evander Holyfield, qui était l'autre vedette montante chez les poids lourds à cette époque-là. Puis, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mike Tyson a subi le chaos. Donc, c'était supposé être un walk in the park, ce combat-là, mais Mike Tyson n'a pas pris le combat au sérieux. Puis, il y aurait d'autres rumeurs aussi qu'il aurait subi un knockout en sparring un peu avant le combat. Donc, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Le manque de sérieux et le fait d'avoir été commotionné dans un sparring, mais ça n'a pas dû l'aider. Quand je dis commotionné, c'est d'avoir subi une commotion cérébrale. Parce que oui, quand tu te fais coucher dans un combat ou un sparring, quand tu tombes, je dirais dans 90% des cas, c'est parce que tu vas avoir subi une commotion cérébrale. C'est parce que souvent, le fait de tomber, c'est une réaction de défense de ton cerveau, parce qu'il ne veut plus manger de coups, fait qu'il tombe pour tailler au sol, en espérant que tu le protèges et que tu arrêtes. Mais souvent, l'orgueil embarque, puis le corps veut continuer. Non, l'esprit de la personne veut continuer, mais son cerveau ne veut pas. Donc, si tu te refais frapper durement, tu vas retomber jusqu'à soit que tu perdes connaissance, ou que l'arbitre décide d'arrêter le combat, ou tu décides tout simplement de ne pas te relever, ou que ton camp lance la serviette. Donc, c'est ça. Donc, tout ça fait que Mike Tyson n'était pas dans les. Comment dire? Dans un environnement optimal mentalement pour ce combat-là. Puis il a perdu par encore. Puis ensuite, Mike Tyson a eu des problèmes, des gros problèmes après ça. Il a divorcé avec sa femme Robin Givens, après l'avoir surpris sortir de leur maison avec une vedette montante d'Hollywood, un dénommé Brad Pitt, à qui Mme Givens jouait dans une télésérie à cette époque-là. Donc, c'est ça. Puis ensuite, après le divorce en 92, il a daté une miss américaine qui était prétendante au titre d'une Miss USA, une afro-américaine. Il aurait eu un rendez-vous gagnant avec elle. Puis elle l'aurait accusé de viol, donc il a fait de la prison pour ça. Puis il a perdu toutes ses. Puis quand il est sorti de prison, mais c'était plus le même homme. Son dernier combat, il a effectué en 2005 contre l'Irlandais Kevin McBride. Puis quand ça s'est passé, c'est que Tyson s'est fait coucher, mais c'était pas c'était pas une grosse chute. Il est juste tombé assis. Puis à partir de là, il a fait un visage en voulant dire ça me tente plus, j'ai plus envie. Ses entraîneurs ont jeté la serviette. Le combat a été arrêté. C'était un combat technique. Puis ensuite, après la conférence de presse, Mike Tyson a dit désolé à mes supporters, désolé à mes fans, désolé à mes promoteurs, mais j'ai plus ça à l'intérieur de moi. Donc j'arrête la boxe. Donc, en 2005, Mike Tyson a décidé d'arrêter la boxe. Puis je pense que c'était une bonne décision parce que le sport de combat, c'est très dangereux. Tu mets ta vie en jeu à chaque fois que tu rentres dans la cage ou dans le ring. Puis si t'es pas 100% prêt à te battre, ben, ça peut être très dangereux. Donc tu peux y laisser ta vie. Puis même en sparring, en entraînement, là, si tu fais un entraînement de pied-point, puis t'es pas
100%, 100% là mentalement, puis que tu te protèges mal, tu peux aussi perdre la vie dans un simple entraînement. Là. Ça s'est déjà vu. Là. Ça s'est déjà vu. Donc, le sport de combat, c'est très dangereux. Puis si t'es pas. Si mentalement t'es pas là, c'est pas une bonne idée d'embarquer. Donc, Mike Tyson a pris une bonne décision. Mais il a continué à faire des combats d'exhibition par après. Parce que Mike Tyson, évidemment, a fait faillite. Mike Tyson a déclaré faillite. Entre peu de temps après sa sortie de prison, il a déclaré faillite. Il ne lui restait plus rien dans son compte de banque. Il ne restait plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Donc, les combats d'exhibition l'ont aidé à se renflouer un peu, plus les rôles à la télévision qu'il y a eu, les apparitions qu'il y a eu dans certaines vidéos de musique ou certains petits films. Ça l'a aidé un peu se renflouer, mais pas énormément. Puis là, présentement, il possède un ranch, le Tyson Ranch. Puis dans le fond, c'est un ranch où il fait la culture de marijuana, tandis que la marijuana s'est rendue légale dans certains États aux États-Unis. Mike Tyson a son ranch, puis il fait la culture de marijuana. Puis donc, selon ce que j'en vois, ce que j'ai vu dans les médias économiques, ça semble être très fructueux, puis il me semble qu'il fait de la belle argent. Je ne peux pas vous dire les chiffres exacts, mais de ce que j'ai vu, ça semble très bien aller au point de vue financier. Bon, maintenant on va parler de son adversaire, Roy Jones Jr., qui lui, si je ne me trompe pas, est âgé de 51 ans. Lui, c'est un homme de 5 pieds 11 qui se bat d'habitude chez les 175 livres. Il a effectué 50 combats au cours de sa carrière professionnelle, dont 66 victoires et 9 défaites, et là-dedans, 47 victoires par KO. Et lui, sa caractéristique à Roy Jones Jr., c'est qu'il était champion dans 4 catégories de poids différents. Il a été champion chez les 165 livres. Il a été champion chez les 175 livres, ce qu'on appelle les mi-lourds. Les 165 livres, on appelle ça, si je ne me trompe pas, les super moyens. Ouais, c'est ça, les super moyens. Il était champion chez les lourds légers. Ça, les lourds légers, je crois que c'est entre 199 et 212 livres, si je ne me trompe pas. 211 livres, si je ne me trompe pas, les lourds légers. Il était champion chez les lourds légers. Puis il a été champion chez les poids lourds. C'est-à-dire dès que tu dépasses 212 livres, tu es considéré comme un poids lourd. Donc, puis qui a battu pour devenir champion poids lourd? John Ruiz. Mais il n'a jamais défendu sa ceinture parce que il était encore champion chez 175 livres. Puis les réseaux de télévision lui ont donné le choix soit que tu restes chez poids lourd ou tu dois abandonner tes ceintures chez 175 livres ou tu abandonnes ta ceinture de poids lourd et tu reviens à 175 livres. Donc, étant donné je pense qu'il a pris une décision très, très, très intelligente, il a dû se dire, bon, oui, j'ai battu John Ruiz, mais j'ai pas nécessairement ce qu'il faut pour affronter les autres de la catégorie. Donc, c'était très bon point de vue marketing, mais il faut rester réaliste. Puis, je ne veux pas me faire mal, me faire blesser. Donc, je vais retourner dans ma catégorie naturelle, les 175 livres. Puis, il y avait justement un boxeur qui commençait à faire beaucoup de bruit dans sa catégorie, qui disait sur tous les toits qu'il pouvait battre John Jr. n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. C'est un ami qui s'appelait Antonio Tarver. Puis ça fait longtemps qu'il disait que Jones Jr. l'évitait. Fait que Roy Jones, qui à ce moment-là se croyait invincible, il était invaincu. Il avait battu tout le monde dans sa catégorie des 175 livres. Il avait nettoyé la catégorie. Donc il s'est dit Antonio Tarver, c'est un bouffon, je vais aller l'affronter. Ils se sont affrontés. Ça a été probablement le combat, de ce que les experts ont dit, de ce que moi j'ai vu, ça a probablement été le combat le plus difficile de la carrière de Roy Jones. La première fois de sa carrière, c'est pas la première fois de sa carrière, il s'est fait malmener. Il s'était déjà fait coucher dans un combat avant ça, mais il n'avait pas été vraiment malmené. C'est juste un coup qui a passé, puis il l'a mal encaissé, puis il a posé un genou à terre, mais il n'avait jamais vraiment été inquiété dans un combat, mis à part ce coup-là. Mais dans le premier combat contre Antonio Tarver, il s'est fait malmener, il s'est fait emmener dans le coin, il a reçu un barrage de coups. Oui, c'est sûr que c'est pas tous des coups contre la cible,
Tarver a frappé énormément, mais il n'a pas toujours touché la cible, parce que Roy Jones a quand même un bon jeu de tête, un bon jeu de pied. Donc, Roy Jones a quand même réussi à survivre au combat puis à placer les meilleurs coups, mais il a été mis en difficulté souvent dans le combat. Mais, étant donné que pour battre le champion, il faut comment dire, faut le démolir, mais Roy Jones a fait, aux yeux des juges, en a fait assez et a remporté ce combat-là. Mais dans Anthony Tarver a prétendu qu'il s'était fait voler. Il a demandé un combat revanche. Il y a eu un combat revanche. Anthony Tarver a donné raison à ses arguments. Puis il a battu Roy Jones par knockout au deuxième round. Suite à ça, Roy Jones, qui voulait avoir un combat revanche à son tour, a affronté un autre boxeur de la catégorie qui était supposé être une victoire facile pour lui. La personne s'appelait Glenn Cuff Johnson, un Afro-Américain d'origine jamaïcaine, que plusieurs des adversaires que Roy Jones avait battus avaient déjà affronté, puis ils l'avaient tous battu, fait que Roy Jones a fait 1 plus 1, fait 1 plus 1, fait 2, et il s'est dit, ah, Glenn Cuff Johnson, ce n'est pas un gros défi, ça va me permettre de me remettre en forme, c'est un gros cogneur, je vais voir comment je suis capable de prendre les coups d'un gros cogneur, puis si après l'avoir battu, je vais pouvoir aller réaffronter Anthony Tarver, puis récupérer mes titres. Mais ça s'est pas passé comme qu'il voulait. Il s'est fait knocker au 9e round. À partir de là, la descente aux enfers à Roy Jones Jr. A continué. En 2009, il s'est fait knocker par Danny Green au premier round. Danny Green qui était une vedette montante, mais qui n'était pas le boxeur. C'était pas le boxeur de la catégorie. C'était pas un gars du même temps que Roy Jones, mais Roy Jones, à ce moment-là, son menton avait été exposé, puis il était clair que Roy Jones n'était pas un encaisseur, fait que Danny Green s'en est débarrassé assez facilement. Et en 2015, il a effectué son dernier combat contre Enzo Maccarinelli. Puis le combat s'est terminé au 4e round par knockout sur une autre défaite de Roy Jones. Donc, depuis 2015, Roy Jones n'a pas combattu. Donc, c'est ça pour la petite, comment dire, pour le petit compte rendu des fiches des deux boxeurs. Que j'ai fait ça vraiment, genre, en surface. Je suis pas allé à l'intérieur parce que c'est plus compliqué. Si on voudrait vraiment parler de la carrière de ces deux hommes-là, il faudrait y aller plus en profondeur, mais je l'ai fait en surface parce que ce n'est pas le but de cet épisode. Où je veux en venir maintenant, c'est qu'est-ce que je pense de ce combat-là? De ce combat? Moi, personnellement, c'est un freak show. C'est un spectacle de foire pour moi, ce combat-là. Premièrement, les deux ne sont pas dans la même catégorie. Oui, Roy Jones s'est déjà battu chez les poids lourds, chez les lourds légers, mais ce n'est pas un poids lourd ou un lourd léger naturel. C'est un 175 livres. Et Mike Tyson, c'est un poids lourd naturel. Même que Mike Tyson, quand il n'était pas encore en entraînement, Mike Tyson devait avoisiner les 240-250 livres. Quand il n'était pas encore en entraînement. Donc, ça vous dit à quel point c'est un Golgoth. Puis Mike Tyson a toujours combattu chez les poids lourds. Donc, Mike Tyson, oui, a subi des défaites par KO contre Buster Douglas, contre Evander Holyfield dans le premier combat et contre Lennox Lewis. Mais il a prouvé souvent dans sa carrière qu'il avait une excellente mâchoire. Il l'a prouvé souvent. Donc, il ne faut pas prendre ces 3 KO-là comme un signe que Mike Tyson n'a pas de mâchoire. Non, il a prouvé souvent qu'il y avait une très bonne mâchoire, mais on finit toujours par trouver son homme un jour ou l'autre. Puis Roy Jones, à l'opposé, pourquoi on n'a jamais su que Roy Jones n'avait pas de bonne mâchoire? C'est parce qu'il était trop rapide et il ne se faisait pas toucher. Malgré le fait que Roy Jones Jr. est un homme qui se bat avec la garde basse, il n'a jamais, comment dire,
laissé entrevoir qu'il avait une mauvaise mâchoire parce qu'à chaque fois qu'on essayait de le toucher, il était jamais là pour se faire toucher. Et oui, il a subi un flash knockout dans un combat avant sa défaite contre Tarver. Mais il a posé un genou à terre, il s'est relevé, puis il est revenu dans le combat, puis il a complètement déclassé son adversaire, puis il a gagné son combat. Donc, rien ne laissait présager comment dire, que White John n'avait pas de mâchoire. Mais le jour où il s'est fait exposer, là, on a su qu'il n'avait pas de mâchoire. Donc, les règlements pour le combat, ça va être des gants de 12 onces. Les gants de 12 onces, c'est les plus gros gants que tu peux avoir en boxe. C'est des gants. C'est des gants qui font que tu sens quasiment rien. Les coups portés. Oui, ils font mal parce que ça reste des coups, mais. Comment dire? C'est c'est- c'est pas des gants qui vont laisser. Comment je peux dire ça? C'est pas des gants qui vont faire mal, avec lesquels vous allez vous faire mal parce que c'est tellement rembourré des gants de 12 onces que. Comment dire? C'est souvent des gants qui sont utilisés en sparring en plus, en entraînement. Donc, avec des gants comme ça, la force des coups est très amortie. Puis selon les organisateurs de l'événement, s'il y a une coupure durant le combat d'un ou l'autre, d'un ou l'autre des protagonistes, peu importe la raison, le combat sera arrêté. S'il y a un coup qui est lancé, puis on voit qu'un des deux est chambranlant, le combat sera arrêté. Donc, moi, je pense que c'est juste du marketing pour faire de l'argent et pour permettre à Roy Jones et à Mike Tyson comment dire, de faire une passe de cash. C'est vraiment juste ça. Il y a pas d'autre raison à ça. C'est vraiment juste pour permettre à ces deux hommes-là de faire une passe de cash. Puis comment je vois ça, moi, ce combat-là? Écoutez, les deux, à leur prime, puis au sommet de leur forme, tu prends un Roy Jones qui reste chez les poids lourds, qui affronte un Mike Tyson au sommet de sa forme. Roy Jones, c'est un boxeur extrêmement rapide, mais un de ses gros défauts, c'est c'est un boxeur qui boxait les mains basses, puis qui souvent narguait ses adversaires, puis il mettait sa figure devant leur visage pour les amener à le frapper. Puis évidemment, comme il était extrêmement rapide, il n'était jamais là quand les coups arrivaient. Ou si les coups arrivaient, il roulait tellement bien avec les coups que l'impact était toujours amorti. Donc, c'est ce qui lui a permis d'avoir énormément de succès. Puis son jab, puis son crochet de gauche était son arme de prédilection. Donc, ça lui a permis. Puis son jeu de pied, ses déplacements étaient tellement excellents que pendant longtemps, il a pu éviter d'exposer son menton. Mais une fois son menton est exposé, c'était fini. Puis en plus, Roy Jones, c'est un boxeur instinctif. C'est peu importe l'entraînement qu'il va avoir, peu importe les directives que ses entraîneurs lui donnent, c'est un boxeur instinctif qui se sert beaucoup de son instinct. Puis les boxeurs instinctifs, quand tu mets le doute dans leur tête, bien souvent leur carrière est finie parce que tout leur talent vient de leur instinct. Puis quand ton instinct est soumis au doute, bien ça devient très difficile de continuer dans ce temps-là. Mike Tyson, lui, c'est un boxeur, c'est un tank. C'est un homme que la garde des poings au menton, qui utilise le style peekaboo, c'est-à-dire que c'est des mouvements de gauche à droite saccadés. Excusez-moi. C'est un gars qui frappe beaucoup au corps pour te faire mal au corps. Quand, quand tu baisses ta garde pour te protéger du corps, il attaque à la tête. Puis c'est un boxeur extrêmement rapide avec des coups secs et puissants. Puis chaque coup de Mike Tyson, que ce soit un jab ou un crochet ou un direct, c'était toujours pour faire mal. Puis ça touchait souvent la cible. Puis Mike Tyson était toujours devant toi.
c'est pas un gars qui recule beaucoup. Il est toujours devant toi. Puis, étant donné sa grandeur, puis étant donné qu'il affrontait des gars vraiment grands, mais il y avait une facilité d'atteindre ses adversaires au corps. Dans le cas de Roy Jones, les deux ont un pouce de différence au niveau de la grandeur. Donc, c'est pas une très grande différence de grandeur. Je pense qu'au niveau de la portée, Roy Jones a une plus grande portée. Ça serait à vérifier, pardon. Donc, au sommet de leur forme, moi, selon moi, Mike Tyson détruit Roy Jones. Au sommet de leur forme, les deux. Mike Tyson détruit de l'autre. Roy Jones. Mais il n'y aurait même pas de compétition. La mâchoire fragile de Roy Jones Jr. ne pourrait pas survivre au coup de puissance de Mike Tyson. Et même si Roy Jones voudrait se déplacer, voudrait sauver, ou non, pas sauver, j'aime pas ce mot-là, sauver, voudrait éviter les coups, rouler avec les coups, Mike Tyson est tellement un gars, comment dire, qui avance sur toi tout le temps, qui met tout le temps de la pression, qu'à un certain moment donné, tu es obligé d'engager et d'affronter parce que à te déplacer, tu perds énormément d'énergie. Puis il vient un moment que, à toujours te déplacer, tu arrives à un moment que tes jambes sont fatiguées, puis tu es juste plus capable de tenir la cadence. Donc, moi, je ne crois. C'est pour ça que je crois que au sommet de leur forme, les deux, Mike Tyson démolit Roy Jones Jr. Pour finir, présentement, dans l'état où les deux sont, qui pourrait remporter ce combat-là? C'est 50-50. Hein? C'est 50-50. Ça dépend comment ils vont se présenter mentalement. Ça dépend s'ils ont pris une entente entre les deux pour se dire, gars, on va faire un spectacle et on n'ira pas trop fort. Ou ça dépend s'ils se sont dit, non, on va y aller à 100% puis on va donner ce que les gens veulent avoir. Donc, s'ils vont de manière sérieuse, c'est pas juste un entraînement public, ce que je ne sais pas, car je ne suis pas dans leur tête à eux, et je ne suis pas dans le secret des dieux, et je ne sais pas c'est quoi se sont dit, mais si vous croyez qu'il n'y a pas d'entente entre les deux à propos du déroulement du combat, ne soyez pas naïfs. C'est sûr que les deux boxeurs se sont parlé, se sont consultés, ils ont pris une entente sur comment le combat va se dérouler. Ça ne veut pas dire que le combat va être truqué. Ce que je dis, c'est qu'ils ont pris une entente, probablement, pour savoir comment ils vont se comporter. Soit qu'ils vont y aller balls to the walls, ou coup pour coup, ou ils vont faire un combat amical, donner des petits coups forts, des petits coups par-ci par-là, puis rien de très agressif. Donc, moi, dans la perspective que si c'est un combat sérieux, à l'âge où ils sont, avec les dommages qu'ils ont subi pendant leur carrière, ça peut aller d'un bord puis de l'autre. C'est le premier des deux qui va toucher la cible solidement qui va l'emporter. C'est aussi simple que ça. Oui, Mike Tyson est. Puis je sais même pas encore à quel poids ils vont faire ce combat-là. S'ils font ce combat, mais je crois pas que Mike Tyson va descendre de poids pour faire ce combat-là. Présentement, je pense que Mike Tyson oscille entre les 215 et 220 livres. Roy Jones, je crois qu'il approche des 200 livres. Le combat est supposé avoir lieu à la fin de l'été, début d'automne. Donc, je crois pas que Mike Tyson va descendre de catégorie. Surtout à son âge, c'est pas une bonne idée. Donc, je crois que c'est Roy Jones qui va monter. Puis ils vont faire ça à un catchweight, qu'on appelle. Un poids, c'est-à-dire un poids que les deux camps s'entendent pour être à ce poids-là pour s'affronter. Donc, ça peut être à 225 livres, le poids de Mike Tyson, ou un poids plus bas pour éviter que Roy Jones arrive trop gras dans le ring. Donc, moi, je pense que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Soit ça va être un combat d'entraînement public, puis il n'y aura pas d'artifice, puis on va tous être déçus. Ou soit que ça va être un méga spectacle. Puis le premier qui va toucher la cible va faire mal à l'autre. Donc, c'était ça pour
mon analyse du combat entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. pour le retour de Iron Mike sur un ring de boxe. Pour l'autre événement qui va retenir notre attention dans les sports de combat, ça va être dans le prochain épisode que je vais déposer prochainement tout de suite après celui-ci. Donc, restez à l'affût. C'était De moi à vous avec Sonny Roubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Peace out.